La justice française a donné un avis favorable à l'extradition de François Compaoré, principal suspect dans l'assassinat du journaliste burkinabé Norbert Zongo. Des réactions à suivre dans ce journal. Au Burundi, un mandat d'arrêt a été lancé contre l'ex-président burundais Pierre Buyoya. Il est soupçonné d'être impliqué dans l'assassinat de Melchior Ndadaye. Le développement de ces titres dans cette édition. Bonsoir et bienvenue. L'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso se dessine peu à peu. En tout cas, la justice française a donné ce mercredi son feu vert, répondant ainsi favorablement à la requête du Burkina Faso. Le ministre burkinabé de la Justice a réagi cet après-midi même suite à cette décision. Une décision qui, pour lui, est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Le ministre René Bagoro au micro de Maxime Jean-Eudes Bambara. Je dois dire que dans ce domaine, il n'y a pas lieu de se réjouir ou pas. C'est tout simplement de dire que cela montre que le dossier monté par la justice burkinabé a été monté avec tout le sérieux nécessaire et que contrairement à ceux qui estimaient que c'était un dossier vide et politique, ce dossier est bel et bien lourd et qu'il a été monté conformément aux règles de droit. Je rappelle que la décision, l'avis favorable qui a été rendu par la Chambre de contrôle de la Cour d'appel de Paris est conforme aux réquisitions du procureur général. Lorsqu'en matière de justice, les réquisitions du procureur sont conformes à une décision qui est prise, ce qui veut dire que sur toute la ligne des acteurs, les arguments qui ont été invoqués sont fondés. C'est une victoire d'étape, mais vous savez qu'il est toujours bon d'être le vainqueur de la victoire d'étape. Parce que nous avions émis un mandat d'arrêt contre M. François Compaoré, c'était lui qui était dans la position défensive. Aujourd'hui, le Burkina a obtenu gain de cause pour la première étape. M. François Compaoré se retrouve maintenant dans la situation de celui qui doit maintenant se battre et nous sommes dans la situation de ceux qui doivent se défendre. Donc, je pense que c'est une victoire d'étape. C'est les procédures comme ça. Même au plan interne, les décisions sont toujours l'objet de recours. Donc, nous nous réjouissons de cette victoire d'étape, comme je l'ai dit, qui a été obtenue avec un accord unanime. Le parquet avait requis favorablement à l'extradition, le siège a accédé, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas pour le moment de voix discordante sur en tout cas le bien fondé du dossier. Maintenant, effectivement, ces avocats conformément au test ont le droit de faire de pourvoi, ce qu'ils ont d'ailleurs déjà fait, et donc nous allons nous préparer au niveau avec nos conseils pour faire face. Parce que maintenant, je retiens, il appartient à M. François Compaoré de développer les arguments qu'il estime nécessaires pour contrecarrer l'arrêt et nous allons attendre pour réagir. Cette décision tombe à quelques jours du 13 décembre, date anniversaire de l'assassinat du journaliste burkinabé Norbert Zongo. Un avis de la justice française diversement apprécié dans la capitale burkinabé, suivant des réactions recueillies au micro de Youmandia Bachir Doussa. Depuis maintenant 19 ou 20 ans, cette affaire-là est pas en justice et il n'y a pas d'avancée. Et si aujourd'hui la France a pris cette décision courageuse de permettre l'extradition de François Compaoré ici au Burkina Faso pour qu'il puisse répondre de ses actes, c'est vraiment un acte à saluer. Et c'est à saluer parce que nous sommes aujourd'hui à quelques jours de la veille du macabre assassinat de Norbert Zongo qui est le 13 décembre 1998. Et 3 ou 4 jours avant cette date historique, si la France prend la décision de nous transférer François Compaoré afin qu'il puisse répondre de ses actes, c'est vraiment un acte à saluer de la part des autorités françaises. L'extradition de François Compaoré au Burkina Faso, nous nous en réjouissons d'avance. Mais nous voulons aussi rappeler que l'extradition de François Compaoré ne pourra rien changer dans les événements actuels de notre pays. En ce sens que actuellement nous vivons dans un Burkina Faso où la sécurité n'est pas au point. Donc notre plus grand souci actuellement, c'est que l'État trouve des moyens pour garantir la sécurité au Burkinabé. Il est aussi important que des gens puissent venir répondre de leurs actes pour ne pas que ça puisse se répéter dans l'avenir. Mais pour l'instant, on vit dans un contexte où on a tellement de problèmes substantiels qui sont plus urgents que ces questions de justice-là. Donc je salue cette initiative que la France a prise pour extrader
François Compaoré de la France, le peuple lui-même réclamait l'extradition de François Compaoré. Et nous félicitons les autorités françaises pour cette initiative-là, parce qu'ils vont nous permettre de juger notre citoyen en fonction des codes de notre justice. Et nous demandons à ce que les autorités aussi fassent leur travail. Oui, c'est une bonne décision. Sinon, il y a longtemps, nous on attendait la vérité dans ce pays-là. Donc, s'il décide d'extrader François Compaoré, c'est une bonne décision. Il va venir, il va se justifier. Parce qu'il y a des crimes de sang que les gens ont commis dans ce pays-là. Il faudrait que justice soit faite. En tout cas, n'importe comment, nous on est là, on va constater ce qui va se passer. Pour le moment, je ne peux pas dire que je fais confiance à la justice. Nous on attend, on verra ce qui va se passer dans ce pays-là. C'est un pas vers la victoire parce qu'au moins on aura la chance qu'il vienne s'expliquer. Nous restons dans le secteur de la justice et des droits humains pour rappeler que ce secteur au Burkina Faso dispose désormais d'un chemin directeur informatique, un nouvel outil qui permettra sans doute d'alléger les procédures au profit des justiciables burkinabés. Et la cérémonie officielle de lancement de ce schéma directeur a eu lieu mardi. Sylvie Thiomtoré pour le compte-rendu. Le ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique a procédé le 4 décembre au lancement officiel du schéma directeur informatique de la justice. Schéma directeur fondé sur la vision stratégique du ministère à travers la politique sectorielle justice et droits humains 2018-2027. Une informatisation de la chaîne pénale pour rendre efficace la justice burkinabé. Au niveau de la justice, ça permettra d'éviter beaucoup le contact avec les acteurs judiciaires, ce qui va réduire le risque de contagion, donc le risque de corruption. Et puis il y a la célérité. Si aujourd'hui vous allez pour demander un casier judiciaire, les magistrats sont obligés de fouiller dans des registres pour savoir si vous n'avez pas été condamné. Alors que si la chaîne du casier judiciaire est informatisée, il suffit d'un clic pour que le magistrat sache que vous avez déjà été condamné ou pas. Il en est de même pour les dossiers judiciaires. Si les procédures sont informatisées, les gens n'auront plus besoin d'aller au palais, se faire écrire des manuscrits où on parle de margouillage. Il suffit d'aller sur le site et de savoir quelles sont les pièces à produire. Le schéma directeur est constitué de 57 projets s'étalant sur 5 ans avec un montant global de 9 milliards de francs CFA qui sera financé par l'État burkinabé et ses partenaires. L'Union européenne, elle, appuie cette démarche avec du matériel informatique. Le lot de matériel qui a été remis aujourd'hui représente 300 000 euros, soit 200 millions de francs CFA. Et ça représente environ 131 ordinateurs qui sont destinés aux différents éléments de la chaîne pénale. Dans la police judiciaire, le tribunal de grande instance et la cour d'appel validé le 20 février 2018 un certain nombre de projets cités dans le schéma directeur dont la phase pilote de l'informatisation de la chaîne pénale du casier judiciaire et la mise en ligne de la résilience de la jurisprudence ont été amorcés par anticipation. Au ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, l'heure est au bilan. La deuxième session du conseil d'administration du secteur ministériel s'est tenue ce mardi et il était question de faire le bilan des actions du dit ministère et définir les défis de la période triennale 2019 à 2021. Sylvie Thiomtoré y était. Voici son compte-rendu. Après avoir tracé les grandes lignes de ses actions sur la période 2018-2020 au cours de sa première session du CACEM, l'heure était au bilan pour le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat le mardi 4 décembre. Une deuxième session du CACEM du ministère qui sera plus consacrée à la prise d'acte pour 2019. Le but ultime donc de nos travaux ici, ce n'est pas seulement beaucoup plus, j'allais dire, de compter ce qu'on a déjà fait, mais c'est certainement donc de trouver les moyens pour redoubler davantage dans notre travail afin donc d'atteindre des résultats meilleurs. Et ici, le fait de pouvoir analyser notre plan de travail 2019 afin de nous accorder au niveau donc des départements donc du ministère et des structures attachées pour avoir donc une même volonté, une synergie d'action, c'est déjà quelque chose donc de très important. Des synergies d'action comme celle de l'Agence pour la promotion des exportations, l'Agence burkinabé d'investissement et la Direction générale de l'artisanat. Une démarche qui permet au ministère
ministère de mieux accompagner les structures d'appui au secteur privé pour l'atteinte des objectifs du ministère. Toutefois, des défis sont à relever pour l'année à venir. Pour 2019, c'est réussi donc à progresser l'ensemble donc de nos objectifs au niveau donc de l'axe 3 du PNDS qui principalement donc nous permettent donc de développer un secteur secondaire prospère, notamment donc dans le domaine donc de l'industrialisation et j'allais dire la transformation artisanale. Donc ces deux leviers là, nous devrons pouvoir donc nous donner tous les moyens pour que nos PMU puissent trouver en tout cas les meilleurs accompagnements pour une meilleure éclosion, que nous puissions transformer nos matières premières locales, que nous puissions réussir notre politique donc de consommation locale et d'exportation donc des produits manufacturés pour que nous puissions attirer davantage d'investisseurs. Les défis s'étendront sur la période triennale 2019-2021. Des défis à relever pour une contribution forte du département du commerce dans la construction du développement économique et social du Burkina Faso. La présidente de l'Association féminine pour l'entraide et le développement communautaire, Marie-Isabelle Ouedraogo, a réaffirmé son soutien aux forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Et c'était ce 4 décembre au Palais de la Culture Jean-Pierre Guingané. Et cet engagement s'est matérialisé par la remise de 50 bourses d'études et 5 tonnes de céréales aux parents des victimes des attaques terroristes. Michael Tori pour le compte-rendu. À l'initiative du député Marie-Isabelle Zongo, c'est un palais de jeunes Jean-Pierre Guingané plein. Femmes, jeunes et autorités coutumières, tous sont venus apporter le soutien aux forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Tout le monde entend tout ce qui se passe et nous ne savons pas ce qu'il faut faire, nous ne savons pas comment les encourager. C'est ainsi que nous avons organisé cette cérémonie pour que nos forces de défense et de sécurité, où qu'ils soient, sachent que les femmes du Burkina Faso, avec la première dame, sont engagés pour les soutenir. Nous sommes là toujours, nous pensons à eux et tout ce que nous pouvons faire pour les soutenir, nous sommes prêts pour qu'ils puissent vaincre le mal, pour qu'ils puissent vaincre l'ennemi et sauver le Burkina Faso. 3 ans que cela dure et que le Burkina Faso doit faire face à cette guerre asymétrique et à cette mobilisation, l'épouse du président du Faso, Sika Kaboré, s'est dit solidaire des forces de défense et de sécurité qui ont pour mission la protection du territoire burkinabé, des biens et des personnes. Sika Kaboré, dans son message, a lancé un appel aux Burkinabés à l'union sacrée pour faire face au terrorisme dont l'ambition est de déstabiliser le Burkina Faso. Le Burkina semble avoir fléchi les jambes, mais nous avons foi en la victoire plus forte que toutes les batailles perdues. L'union sacrée des citoyennes et citoyens du Burkina Faso est notre arme secrète et fatale qui anéantira définitivement notre ennemi invisible. L'heure n'était pas seulement qu'au discours, la députée a remis 50 bourses d'une valeur d'1 500 000 et 5 tonnes de vivres à l'endroit des familles des victimes de cette barbarie. Je vois qu'elles ont mis une touche particulière en ce qui concerne les orphelins, les enfants scolarisés ou qui ont besoin de scolarisation en octroyant une 50aine de bourses pour les enfants qui sont en difficulté du fait de cette situation. Ce geste, ainsi que tous les autres du genre qui viennent du profond de notre société, va compléter celui de l'État, ces efforts que l'État lui-même fait pour que de plus en plus aller à cette bataille ne soit pas un handicap pour sa famille. Dans cette lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, plusieurs dizaines de forces de défense et de sécurité ont perdu la vie, ainsi que des blessés et d'importants dégâts matériels enregistrés. La direction régionale de la culture, des arts et du tourisme a un nouveau directeur. Nommé en conseil des ministres le 29 novembre dernier, Mamoudou Namantourou remplace le docteur Mamoudou Obda qui aura passé plus de 2 ans et demi à ce poste. La cérémonie d'installation a eu lieu ce mercredi 5 décembre 2018 au Haut Commissariat de la province du Kadiogo. Le compte-rendu est signé Maxime Jean-Eudes Bambara. Je vous déclare installé dans vos fonctions ce jour 5 décembre 2018 avec toutes mes félicitations et encouragements.
Ainsi, le nouveau capitaine vient de prendre officiellement le commandement du bateau battant pavillon Direction générale de la culture, des arts et du tourisme. Mamadou Namoutougou remplace à ce poste son homonyme Mamadou Oubda. Après 33 mois de service, c'est avec satisfaction que le directeur général de la culture, des arts et du tourisme sortant dit passer les témoins à son successeur. Il reste encore des défis à relever parce qu'effectivement notre patrimoine culturel, matériel et immatériel est toujours en souffrance. Il est à collecter, il est à valoriser, il est à justement magnifier. Donc il y a beaucoup de choses que nous devons faire dans les régions, surtout dans la région du centre, pour que notre culture soit mieux rayonnante. Si le nouveau directeur régional de la culture, des arts et du tourisme dit attendre sa lettre de mission pour s'exécuter, l'homme mesure l'ampleur de la tâche à lui confier et dit compter sur l'engagement de ses collaborateurs. J'ai attendu le don de soi, la collaboration, la cohésion, comme je l'ai cité dans mon discours, surtout la compréhension, pas de barrière. En tant que nouveau, vous savez que nous sommes en fin d'année, donc c'est des nouvelles lettres de mission qu'il faut attendre. Donc selon les orientations de l'autorité, nous allons nous exécuter. Désormais installé dans ses nouvelles fonctions, celui qui était jusque-là conservateur et restaurateur du musée est attendu au pied du mur. Les défis du recensement du patrimoine culturel immatériel, de la structuration des acteurs culturels et de la mobilisation des ressources dans le secteur du tourisme étant toujours posés. Et son premier test sera sans doute l'organisation du FESPACO 2019, prévu pour se tenir du 23 février au 2 mars prochain. Hors de nos frontières, la justice burundaise a lancé un mandat d'arrêt contre Pierre Buyoya. Il serait impliqué dans l'assassinat de Melchior Ndadaye, un crime qui, on se rappelle, avait déclenché une guerre civile avec à la clé plus de 300 000 morts. Suivez plutôt. Le Burundi a lancé un mandat d'arrêt international contre l'ex-président burundais Pierre Buyoya et ses anciens hauts responsables pour leur rôle présumé dans l'assassinat en 1993 de Melchior Ndadaye, premier président auto-démocratiquement élu du pays, a annoncé vendredi le procureur général. La liste commence par celui de Buyoya et comprend 11 hauts gradés des forces de sécurité et 5 de ses anciens proches collaborateurs civils, aujourd'hui à la retraite et en exil. Le procureur général a estimé qu'il est impérieux qu'ils soient interrogés sur le rôle qu'ils auraient joué dans ce crime et demandé que les pays qui les hébergent puissent les arrêter et les extrader au Burundi afin qu'ils puissent s'expliquer sur les faits qui leur sont reprochés. Je ne crains absolument pas d'extradition ni par au Mali ni par d'autres pays parce que les records du gouvernement du Burundi en matière de droits de l'homme sont faits que il est difficile de comprendre que les gens soient extradés vers ce pays. Aujourd'hui, encore une fois, si vous considérez le record du gouvernement du Burundi en matière de droits de l'homme, il est difficile de douter, il est difficile de croire que ce gouvernement puisse, dans ce pays, on puisse tenir un jugement équitable. Et tous les jugements qui ont eu lieu jusqu'à présent montrent que cette capacité n'existe pas. Donc le jour où on retournera à les dispositions de l'accord d'Arusha, je suis prêt à me présenter devant la commission Vérité et Réconciliation. Il s'agit d'une manœuvre dangereuse politiquement. Pourquoi? Parce que c'est une manœuvre qui enterre l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. C'est une manœuvre qui ferme la porte à la réconciliation et qui nous ramène tout droit dans le conflit ethnique du passé. Alors, moi, je lance un appel aux autorités de mon pays d'abandonner une approche comme celle-là. Pierre Buyoya est l'actuel représentant de l'Union africaine au Mali et l'une des personnalités africaines estimées et écoutées dans les forums internationaux.
Le major Buyoya, un Tutsi, avait été porté au pouvoir par l'armée en 1987. Il avait cédé sa place à Melchior Ndadaye, élu démocratiquement en juillet 1993. Il était ensuite revenu au pouvoir entre 1993 et 2003. L'émission d'un mandat d'arrêt à son encontre intervient une semaine après l'arrestation à Bujumbura de 4 hauts gradés Tutsis de l'armée à la retraite, accusés d'être parmi les auteurs de l'assassinat de Ndadaye. Cet assassinat avait été à l'origine d'une guerre civile qui a fait plus de 300 000 morts et opposé l'armée à des mouvements rebelles Hutus. Une dizaine de soldats ont été condamnés en 1998 dans un procès considéré comme celui des exécutants. Aucun des nombreux hauts gradés cités dans cet assassinat n'avait été inquiété. Depuis, les dirigeants politiques, les membres de l'ancienne armée et des mouvements rebelles avaient bénéficié d'une immunité provisoire, alors que l'accord de paix d'Arusha en 2000 avait prévu que tous les crimes commis relèvent désormais de la commission Vérité et Réconciliation CVR. Le nom de Pierre Buyoya avait été cité par certains en lien avec cet assassinat, mais sans que l'ombre d'une preuve ne soit jamais apportée. Le pays est aujourd'hui dirigé par le parti CNDD-FDD, issu de l'ancienne principale rébellion Hutu. Une nouvelle en bref avant de continuer sur le journal. L'acteur de la société civile nigérienne Yahaya Badamassi a été libéré ce 5 décembre sur décision de la Cour d'appel de Zender qui a confirmé la décision du premier juge qui n'avait retenu aucune charge contre lui. Joint au téléphone par la télévision True TV, l'activiste a effectivement confirmé sa libération. L'activiste, faut-il le rappeler, a été arrêté en avril et inculpé d'abord pour organisation et participation à une manifestation interdite et destruction de biens publics. En RDC, pour continuer ce journal, la campagne présidentielle pour le tandem Tshisekedi et Kamere poursuit sa conquête de l'électorat dans l'est du pays. Ce mardi, ils étaient effectivement à Goma, capitale du Nord Kivu, qui représente 10% de l'électorat du pays. Plus de détails dans cet élément. Le candidat Tshisekedi et son potentiel premier ministre en cas de victoire, Vital Kamerhe, ont aussi critiqué sévèrement l'autre candidat de l'opposition, Martin Fayulu, qu'ils accusent de vouloir retarder l'élection et donc le départ du président Joseph Kabila. Aujourd'hui, ils sont incapables de dire si, oui ou non, le 23 décembre, ils vont aller aux élections. Et nous disons... Ça, c'est une position qui permet de maintenir Joseph Kabila et sa médiocrité aux affaires. C'est surtout Vital Kamerhe, originaire du Sud Kivu voisin, qui a longuement pris la parole en Swahili au cours de cette réunion publique en plein air, sans incident ni passion particulière, devant 2 à 3 000 personnes. Kamerhe est longuement revenu sur les raisons pour lesquelles Tshisekedi et lui s'étaient retirés de l'accord de Genève qui avait désigné M. Fayulu, candidat unique de l'opposition. Il y avait des rumeurs qui circulaient en disant qu'ils sont des caméléons. Voilà comme ça comment ils se sont retirés de l'accord de Genève. Ils sont allés à Nairobi. Voilà, ils sont des caméléons. Et voilà, Kamerhe, il avait d'abord trahi encore le Congo, je ne sais pas en 2000 combien. C'était des rumeurs qui circulaient et nous, on ne savait pas où se situer réellement. Et alors, avec ce qu'il vient de nous montrer, vraiment, on est convaincu car il vient d'éclaircir les rumeurs. Prenant la parole à son tour en français, Félix Tshisekedi, originaire du Saï et bien implanté à Kinshasa, s'est montré au moins assez sévère envers son rival de l'opposition Fayulu qu'envers le dauphin du président Kabila, l'ex-ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadari. Kamerhe a été le meilleur président de l'Assemblée de l'histoire de notre pays. Donc ça veut dire qu'avec lui à la primature demain, nous allons avoir le meilleur premier ministre de l'histoire de la République démocratique du Congo. Fayulu affirme qu'il veut aller aux élections du 23 décembre sans la machine à voter, sans pour autant parler de boycott. Tshisekedi et Kamerhe veulent des élections avec ou sans machine à voter. Tshisekedi a promis de lutter contre les dizaines de troupes armées qui convoitent les richesses minérales des deux Kivu. La promesse la plus importante d'après Dieudonné, 22 ans et étudiant en sciences, qui dit « Dans l'Est de la République, nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes d'insécurité, avec les tueries à Béni, les gens égorgés dans les champs et dans les quartiers. »
Le premier forum dénommé Entreprendre en francophonie a refermé ses portes ce 5 décembre. Tenu à Madagascar, l'événement a réuni des entrepreneurs, des institutions publiques, des organisations de la société civile et cela justement pour permettre en tout cas à la jeunesse de mieux entreprendre et de se prendre en main. Et lors de notre session de 19h, Malik Sarr, un des organisateurs de cet événement, était en ligne avec Sonia Kokti. Nous allons écouter un extrait de cet échange. Comme son nom l'indique, c'est un forum destiné principalement à promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes et les femmes. Et l'esprit du forum d'Antananarivo n'est pas différent de ceux des autres, sauf que chaque région a ses spécificités. Nous voulons d'abord que ce forum permette de lever les freins à l'investissement, les freins au lancement de la jeunesse dans l'entrepreneuriat, les freins à la prise en charge, à l'autoprise en charge des jeunes. Car vous savez que dans le pays, là les problématiques sont à peu près les mêmes que sur le continent. Dans le pays, les instruments juridiques, les instruments financiers à la disposition des jeunes qui veulent se lancer ne sont pas toujours efficients. Au niveau maintenant de l'océan Indien, nous souhaitons mettre l'accent sur trois aspects. L'agrobusiness, car vous savez qu'ici, l'agriculture, j'allais dire, de manière générale, est abondante, on va dire, elle est favorable, et nous souhaitons que la jeunesse se lance dans ce secteur. Le deuxième aspect qui motive, et en tout cas qui pose un intérêt certain pour la région océan Indien, c'est l'économie bleue. Comme son nom l'indique, nous sommes entourés d'océans et les pays de la région doivent absolument capitaliser cette position liée donc à la géographie de la région. Le troisième élément très important, c'est le numérique. Il se trouve que le canal du Mozambique aujourd'hui, par rapport à d'autres régions du monde, est bien irrigué, bien outillé par la fibre optique. Et ce serait dommage de ne pas s'appuyer sur cette abondance numérique entre guillemets pour ne pas impulser le développement. Voilà un peu les trois aspects spécifiques à la région océan Indien qui sont mis en exergue au cours de ce forum. En Centrafrique, plus de 43 000 enfants âgés de moins de 5 ans sont confrontés à un risque élevé de décès dû à la malnutrition aiguë. Des chiffres communiqués par l'UNICEF et qui, selon elle, sont la conséquence des crises que connaît ce pays. Le viol, la malnutrition, le sida, le travail forcé dans les groupes armés, aucun de ces mots n'échappe les enfants de Centrafrique en conflit, dont 2 sur 3, soit 1,5 million, ont besoin d'assistance humanitaire selon l'Organisation des Nations Unies. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que 1,5 million d'enfants centrafricains ont besoin d'aide humanitaire et 1,5 million d'enfants, c'est 2 enfants sur 3 dans le pays. 50 conflits armés, ça veut dire que les enfants ont besoin d'aide dans quasiment tous les domaines aujourd'hui. Ils ont besoin d'aide depuis la naissance jusqu'à la petite enfance pour avoir accès aux soins de santé primaire et aux soins de nutrition. Ils ont besoin un peu plus grand d'aller à l'école, ils ont besoin d'être protégés contre le recrutement par les groupes armés. Aujourd'hui, la vie est peut-être encore plus difficile et plus dangereuse pour ces enfants qu'elle n'était au plus fort de la crise. Il y a 5 ans, note un rapport de cette organisation sur la situation des enfants de Centrafrique, publié le 30 novembre et intitulé « Une urgence négligée ». Selon des chiffres de l'ONU, l'espérance de vie y est de 52 ans. 3 personnes sur 5 vivent avec moins de $1,9 par jour et près de la moitié de la population n'a pas accès à l'eau potable. L'enfance n'est pas épargnée par ces statistiques alarmantes. La mortalité néonatale y est la plus élevée au monde, avec un enfant sur 24 qui meurt dans les 28 premiers jours de sa vie. Le nombre d'enfants atteints de malnutrition sévère ou aiguë est passé de 32 348 à 43 000 entre 2014 et fin 2018. Les maladies qui sont graves pour les enfants, il y en a très nombreux. On va en citer en premier lieu la malnutrition, la prématurité,
Et le palu aussi qui sévit. L'hôpital de Bangui est le seul du pays à disposer de pédiatres au nombre de 5, les régions en grande partie sous la coupe de groupes armés étant totalement démunies en équipement et en personnel. Tour à tour, les 61 enfants qui se trouvent aux côtes parfois sanglantes, placés sous une balance pour surveiller l'évolution de leur poids. En général, l'hospitalisation dure 8 jours. Le recrutement forcé par ces groupes armés est un autre fléau pour les enfants centrafricains. 14 000 ont été recrutés par ces groupes depuis 2012 selon l'ONG Child Soldier International. Le conflit qui ravage la Centrafrique depuis 2013 a en outre entraîné d'importants déplacements de population. Quelques 620 000 personnes ont dû fuir les violences, dont 573 000 ont trouvé refuge dans les pays voisins, notamment au Cameroun, au Tchad et en République démocratique du Congo, RDC. Direction l'Afrique du Sud où la révision constitutionnelle fait débat au Parlement et les parlementaires ont justement la tâche d'examiner les conclusions de la dite commission. Commise à cette tâche, des auditions ont été menées à travers le pays et il faut justement à travers les décisions prises examiner la décision d'exproprier les terres sans dédommagement selon en tout cas les parlementaires. Suivons ce reportage pour plus de détails. L'ANC a eu 25 ans pour s'attaquer au problème de la réforme de la propriété et ils ont lamentablement échoué. Ce qu'ils ont accompli pourrait remplir le fond d'un dé à coudre. La Cour des revendications territoriales a été gravement négligée et a manqué de ressources pendant plus de 17 ans, période au cours de laquelle elle n'a eu au mieux que 4 juges et aucun juge président permanent. L'Alliance démocratique s'oppose à l'amendement arbitraire de la Constitution. Nous souscrivons à la propriété totale des terres par l'État, qu'il s'agisse de religion, de direction traditionnelle, de commerce, d'école ou de résidence. Nous devons tous résider sur des terres appartenant à l'État. Nous avons pris une résolution de transformation économique radicale et c'est le début de cette transformation parce que les gens avaient l'impression que, bien que nos politiques soient en place, nous ne les appliquions pas correctement. C'est pourquoi la question de la terre a été soulevée et beaucoup d'autres le seront pour ce qui est de donner aux gens une véritable liberté. Pas seulement la liberté politique, mais aussi la liberté économique. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée en compagnie des programmes de True TV.